Merci beaucoup Noémie. Je tiens donc déjà à remercier nos 5 brillantes intervenantes pour la qualité de leur talk, qui était vraiment vraiment qui nous a replacé finalement tout ce concept de tranquillité, d'intranquillité, qui nous a montré comment finalement on était tous confrontés, on vivait à chaque étape de la vie, déjà au niveau de la vie embryonnaire, qu'on soit soignant, qu'on soit patient, qu'on soit nous-mêmes êtres humains vivants, et à tous les stades de la vie, on est confronté à des concepts de tranquillité, d'intranquillité qui vont retentir en permanence sur notre vie quotidienne et influer notre mode de vie. Donc je vais maintenant vous laisser la parole pour une discussion qui devra être fructueuse. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. On prend un petit quart d'heure d'interaction entre vous et le plateau, et dans un quart d'heure, on fait une pause. Bonjour. Merci beaucoup pour la qualité de vos interventions. Moi, j'aurais souhaité m'adresser au docteur Gemma Durand pour lui demander comment et peut-être où se plaçait la pudeur dans une consultation en gynécologie. Ça marche ? Oui. Merci pour votre question. C'est vrai qu'on attendait peut-être d'une gynécologue qu'elle parle de la consultation. Je ne l'ai pas fait, mais en même temps, on retrouve en filigrane tous les temps de la consultation dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Si l'on divise la consultation en 3 parties très rapidement, la première partie qui est l'entretien en face à face, dans lequel on pose toute une série de questions à la patiente, et dans notre spécialité, ces questions touchent au cœur, à l'amour, à la sexualité, aux enfants. C'est des questions qui ouvre particulièrement sur le sentiment. Eh bien, la pudeur qui est présente là, c'est la pudicitia, c'est-à-dire la pudeur des sentiments, qui est une autre pudeur que la pudeur du corps. Le deuxième temps, c'est celui où on rentre dans la salle d'examen et la femme est nue sur la table d'examen. Et là, il va s'agir de la pudeur. Et là, je ferai référence à ce que j'ai expliqué tout à l'heure à propos de la nudité, de la quasi-nudité des femmes sur la plage. C'est-à-dire que là, il est de notre responsabilité d'entrer en contact avec elles par le regard d'abord, mais avec ce regard qui s'adoucit, qui voit sans voir et qui passe au-delà. Et le troisième temps, c'est le temps de l'examen à proprement parler. Et là, on est, nous les gynécologues, dans une situation très particulière, unique probablement, c'est-à-dire que nous, on travaille au-delà du voile pudique le plus important, le plus impressionnant dans la nature humaine, qui est le voile de l'hymen. Et quand je parle de l'hymen, je parle du fantasme de l'hymen, puisque bien entendu, nous examinons des femmes qui ne sont pas vierges. Mais le passage de ce niveau-là, du niveau de l'hymen, même s'il n'y est plus, le passage qui est l'entrée dans ce corps inconnu de la femme elle-même, ce continent noir dont parlait Freud, là, je pense que ça déclenche chez la femme un très grand bouleversement qu'il est parfois difficile de contenir et qui crée une espèce de télescopage entre la pudeur et la pudicitia. Et c'est à ce moment-là, la plupart du temps, quand nous recevons des femmes qui ont quelque chose de très difficile à dire, comme par exemple les femmes qui ont subi des outrages pendant l'enfance, c'est à ce moment-là qu'elles le disent. Voilà, je pense que c'est ce télescopage entre la pudicitia qui avait retenu leurs propos dans le premier temps, la pudeur que nous avions respectée dans le deuxième temps, et là il y a ce télescopage et il y a toujours quelque chose d'important à ce moment-là qui se dit. Une autre question ? Non ? Alors, oui, pardon, monsieur. Bien, moi j'ai une question qui s'adresse au docteur Nicole Catherine. J'ai trouvé très intéressant votre communication, qui m'a parlé dans le sens où moi je me suis occupé d'adultes présentant un handicap mental ou des troubles mentaux, et une grande partie de mon rôle a été justement de gérer la dynamique des groupes restreints. Et pour cela, il me semble qu'il faut se sentir autorisé à le faire. Et je me demandais si dans l'école actuelle, où les rôles sont très spécialisés,
où il y a une répartition des tâches très précise, si les adultes se sentaient effectivement suffisamment autorisés à intervenir dans la dynamique des groupes. Voilà, je me demandais ce que vous en pensiez. Alors, merci de votre question. C'est le projet, en effet, des 3 plans qui ont été proposés successivement. C'est justement d'accompagner les professionnels de l'éducation nationale à se sentir à l'aise. En fait, il y a un moment difficile au début, mais une fois vraiment qu'on s'intéresse à la dynamique de groupe, d'abord c'est assez facile. Simplement, il faut avoir ensuite des gens qui récupèrent ce qui s'est dit dans le groupe, c'est-à-dire un petit peu comme dans les services de soins, où on a des réunions un peu de synthèse, de supervision, etc. C'est pouvoir après en parler. Parce que ce que disent les enfants, ils sont souvent cash, les enfants. C'est-à-dire qu'ils vous disent, mais celui-là, je ne l'aime pas, et puis je ne l'aime pas parce que ça me fait peur, parce que, etc., parce qu'il n'est pas comme moi. Et ça fait quelque chose aux adultes, parce que souvent les adultes ne s'attendent pas à ça. Donc il faut après pouvoir récupérer au fond cette émotion qui surgit chez les adultes. Et c'est vrai que c'est une organisation qui est assez compliquée à mettre en place et qui pour l'instant, malgré les 3 plans, ça fait donc 5 ans, vous voyez, depuis 2011, c'est quelque chose qui est très, très, très difficile. Alors, on a fait des formations de formateurs, et puis les formateurs forment, bien sûr, les professionnels, parce que l'école est une machine très hiérarchisée, bâtie sur un modèle militaire. Donc, voilà, il faut que ça redescende. Et même quand on arrive au niveau d'intervention, il faut vraiment qu'il y ait, je fais ce geste-là, mais des gens qui entourent et qui aident, parce que sinon, ça s'arrête immédiatement. Les gens font l'expérience 1 fois ou 2, et puis ensuite se désintéressent de ça. Ce que nous ont dit tous les gens qui travaillent dans le harcèlement, si vraiment on veut que ça fonctionne, il faut que ça s'inscrive dans la durée et sur plusieurs années successives. Donc il ne faut pas que les gens aient une mauvaise expérience, parce que s'ils ont une mauvaise expérience, ils vont s'arrêter. Pour ça que je disais, c'est quand même une chance aussi pour la société, parce que ça va quand même permettre de parler, mais l'école ne doit pas rester seule. Il faut qu'elle soit accompagnée par d'autres professionnels, déjà ceux qui sont à l'intérieur et pas présentiels devant les enseignants, infirmières scolaires, médecins, etc., mais aussi peut-être des gens extérieurs qui peuvent accompagner. Mais ça me paraît très important. C'est pas facile, je suis d'accord avec vous. Monsieur. 3 petites questions et 3 réponses brèves, bien sûr, vu le temps. Noémie Merleau-Ponty, par rapport à l'embryon congelé et cet isolement dans le temps, justement, qu'est-ce que vous avez perçu de la part du personnel médical? Ça, c'est la première question, s'il y a une différence de regard qui s'inscrit dans le temps. Pour Ghada Hatem, est-ce que vous avez des contacts avec les hommes dans la maison des femmes? Est-ce qu'il y en a qui viennent? Et justement, je sais qu'on avait 5 oratrices. Et je voulais revenir aussi sur les hommes avec Nicole Guédenet pour savoir si, à la naissance, le changement d'attitude, quand même, la place des hommes, joue un rôle dans l'attachement et dans la sécurité. Alors, on commence peut-être par Noémie Merleau-Ponty. Oui, tout Première à fait. question, on fait dans l'ordre. Oui, ça marche. Merci beaucoup pour votre question. Alors, le statut, effectivement, des embryons congelés, les embryons dits surnuméraires d'une qualité biologique suffisante pour pouvoir être congelés, sont des êtres absolument passionnants à étudier, et notamment en contexte de laboratoire, puisque précisément, ils défient beaucoup de lois de la temporalité par cette suspension. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on constate, juste peut-être brièvement au niveau de la loi, les embryons congelés peuvent être congelés pendant 5 ans, et les parents, enfin les patients qui ont un projet parental doivent renouveler chaque année leur souhait de maintien en congélation. Et donc, si vous voulez, tant que ce désir, ce projet parental est maintenu par ces patients, ces embryons restent ces potentiels dotés de statuts multiples. Et le lien avec le projet parental est extrêmement important. Et alors parfois, ces patients ne répondent plus aux courriers envoyés par les personnels. Et donc il y a cette petite expression qui s'appelle les perdus de vue.
Donc les patients sont perdus de vue, mais ces embryons aussi sont un petit peu perdus de vue aussi d'une certaine manière. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils perdent leur statut spécial. Et c'est assez clair dans le fait qu'il est extrêmement difficile, voire impossible, de détruire ces embryons sans l'accord des patients. Donc, encore une fois, c'est un statut, donc ce qu'on appelle en anthropologie la liminalité d'entre-deux. Mais je tiens à le souligner, toujours attaché au projet parental, et ça, les professionnels en sont tout à fait conscients. Merci. Rada, si vous voulez répondre à votre question. Oui, les hommes ne sont pas loin. La maison des femmes, ce n'est pas la maison contre les hommes, qu'on ne se méprenne pas. On a d'abord des soignants hommes, le sexologue, des chirurgiens de la reconstruction clitoridienne, un médecin qui pratique des avortements. Et paradoxalement, en maternité, je suis parfois confrontée à des hommes qui refusent qu'un homme s'occupe de leur femme pour l'accouchement. Là, cette présence masculine ne pose aucun problème. Mais il y a aussi les autres hommes qui sont plus un souci pour nous, ce sont les agresseurs, les hommes qui commettent ces violences. Et là, nous ne sommes pas ni équipés, ni formés pour les prendre en charge. La psychologue qui assure la supervision de l'équipe une fois par mois, elle, par contre, est très investie dans l'accompagnement des agresseurs, et c'est un chantier énorme, tout aussi important que celui des enfants victimes de violences. Alors juste pour se prémunir un peu de ces hommes, l'entrée de la maison est en quinconce, en chicane, pour que le personnel puisse appeler les services de sécurité si jamais un homme violent arrivait avec des intentions néfastes, ce qui n'est pas à exclure. Merci Rada. Voilà donc la dernière question à vous Nicole, par rapport aussi à ce rôle des hommes dans la tranquillité de l'enfant. Vous avez remarqué que pendant tout mon exposé, je n'ai jamais dit maman ou papa. J'ai toujours dit figure, caregiver, et je l'ai fait délibérément, parce que je me doutais qu'en 15 minutes, je ne pourrais pas évoquer toute la complexité des choses. Alors, on va peut-être différencier, parce que votre question est vraiment importante. Du côté de l'enfant, l'important, c'est qu'il y ait une personne à côté de lui qui puisse répondre. Et toute personne en charge de cela, par exemple, un homme ou une femme, ou quelqu'un apparenté biologiquement, qui serait responsable de ce bébé parce qu'il n'y a personne d'autre à côté de lui et qui sera en charge les premiers mois, sera une figure qui, pour cet enfant, sera figure d'attachement. Maintenant, si on se met dans le contexte de l'espèce humaine, ce qui est certain, si on se met dans une perspective évolutionniste, un bébé seul n'existe pas. Donc, quelle est la personne dont on est sûr qu'elle est à côté du bébé à la naissance? La mère. C'est pas possible autrement, c'est la seule. Et l'évolution a sélectionné tout un système de facilitation biologique, en particulier toutes les inondations hormonales, dont l'ocytocine, pour faciliter cet engagement de la personne dont on est sûr qu'elle est là, pour répondre à la fois par se stabiliser, être dans la relation de confiance, de pouvoir mieux lire les émotions. Par ailleurs, dans la perspective évolutionniste, alors je vais peut-être choquer ceux qui sont de la théorie du genre, mais je ne suis pas très théorie du genre, donc on va être très simple. C'est sûr que sur des centaines de millions d'années, ça a plutôt été le groupe féminin qui s'occupait des enfants et le groupe masculin qui a plutôt cherché tout ce qui était nourriture. Donc dans les modèles traditionnels, qui sont quand même les plus fréquents actuellement, c'est plutôt la femme, enfin en tout cas la mère, qui est au contact du bébé les premiers mois. Et celle-là, elle déclenche souvent ce qui va être la figure d'attachement principale et surtout dont le bébé va se servir pour répondre à ses besoins de régulation émotionnelle. Et dans les modèles traditionnels, c'est plutôt le figure paternelle qui est un peu moins souvent là et qui va jouer un rôle dans la sécurité de l'attachement, spécifiquement, ce qui est vraiment le rôle paternel, vers la sécurité de l'exploration et comment je peux explorer le monde extérieur. Mais si un seul est là, la mère essaiera de jouer quand même ce rôle vers l'exploration, mais elle y arrivera moins bien, parce qu'elle aura été trop chargée de la protection. Par contre, le père en charge de l'enfant, s'il est là, par exemple un père veuf avec une maman qui est morte ensuite de couche, pourra très bien jouer ce rôle de régulation des émotions. Il sera moins à l'aise peut-être avec la paternité, avec la sécurité de l'exploration. Donc la grande question qui se pose, ça va être quand il y a maintenant les variations culturelles, puisque c'est une famille biologique qui élève l'enfant, ce qui est quand même extrêmement récent dans l'espèce humaine, que ça soit le papa et la maman biologique qui élèvent l'enfant, enfin ça date quand même de très peu d'années. C'est le groupe qui élève le bébé humain. C'est comment on va faire avec tous ces congés de paternité variables. Quand par exemple on va découper 2 mois, puis 2 mois, 15 jours, puis 15 jours. Ça va être intéressant.
Parce qu'il n'est quand même pas possible de diviser le temps en 50%. Et ce qui compte dans la qualité de l'attachement côté régulation des émotions, c'est le temps passé dans les routines, qui se réveille la nuit et qui donne au sentiment au bébé que c'est vraiment lui la priorité. Voilà, donc j'ai botté en touche à votre question. Bon, écoutez, je crois qu'on est juste dans les temps. Je vous propose de continuer la discussion au moment de la pause autour de quelques viennoiseries et je remercie l'ensemble des oratrices pour cette merveilleuse session.